Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette nouvelle production d'Entretien Vérité sur Africa Renaissance TV. Merci pour votre fidélité, elle nous honore. Notre invité d'aujourd'hui est un artiste camerounais qui vit dans la diaspora. Après avoir fait plusieurs années de lutte au Cameroun, il est aujourd'hui en diaspora et il vient de commettre un ouvrage intitulé Le Prix de la Liberté. Le général Valsero est avec nous. Bonsoir général et merci de répondre à nos questions. Bonsoir Romaric et merci de me poser vos questions parce que c'est le plus important. J'aime bien quand on me pose des questions. D'entrée de jeu, avant d'entrer de plein fouet dans cette interview, comment vous sentez-vous aujourd'hui depuis l'étranger? Personnellement, je me sens bien, la famille ça va bien, les enfants, tout le monde va bien. Humainement, dans ma vie, c'est toujours parfait. Tu sais, moi je sais que pour faire un soldat efficace, il faut un homme heureux. Donc je me bagarre pour être le plus heureux possible. Donc personnellement, ça va bien, mais j'aime pas beaucoup parler de moi personnellement parce que je pense que ce serait très frustrant pour beaucoup de personnes. Tu vois, je me sens comme le Cameroun au final parce que c'est cet endroit-là qui baigne mon esprit. C'est cet endroit-là qui occupe mon âme. C'est cet endroit-là qui occupe, tu vois, toutes mes pensées et tout. Et là, sur ce coup-là, tu vois, je peux pas dire que ça va bien. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va comme le Cameroun, ça va dans tous les sens, quoi. Le 3 septembre 2025, vous avez publié votre tout premier livre intitulé Le Prix de la Liberté aux éditions Eden dans la collection Les Contemporains. Dans ce livre, vous partagez votre parcours, vos luttes, vos combats pour la liberté et la démocratie en utilisant l'art, la musique et surtout le rap. Pourquoi l'idée de confiner tout cela dans un bouquin comme celui-ci? Est-ce votre contribution à l'écriture d'une bonne partie de l'histoire politique du Cameroun? Non, je pense personnellement que je suis d'abord un auteur et je suis fier aujourd'hui de me définir comme un auteur. C'est pas pour rien que je dis toujours que appelez-moi désormais l'écrivain, mais je me suis toujours senti ce besoin de partager tout ce que j'avais à partager avec mon peuple et je l'ai toujours fait en musique. Il y a plein d'amis qui m'ont toujours dit, Valsero, ce serait bien d'écrire un livre et tout. Mais je trouvais pas que écrire un livre pour écrire un livre parce que tes amis te le disent, c'était ça. Est-ce que je veux dire, je crois que ce besoin, il est venu de tout seul. Il est venu de tout seul parce que sur ce coup-là, je n'étais pas en train de parler de moi. J'étais pas en train de parler de moi, j'étais en train de parler de nous. J'étais en train de parler d'un endroit que je veux que le monde connaisse. J'étais en train de parler d'un endroit qui est présenté à la face du monde comme un gros cliché, mais derrière se cachent de nombreux mystères. Et là, tu vois, le moment était venu. Le moment était venu. J'avais pas vraiment envie de laisser quelque chose de plus à la postérité. J'ai pas vraiment envie de laisser une marque indélébile. Non, non, non. J'avais plus envie de rendre mon travail beaucoup plus efficace. Et vous savez, l'art, c'est l'expression de l'âme. L'art, c'est l'expression de l'âme. C'est-à-dire que ça peut venir de manière poétique en écriture, alors tu fais de l'écriture. Ça peut venir de manière poétique, mais en matière de rap, en oral, alors tu fais de l'oral. Ça peut venir de manière poétique, de manière sculpturale, alors tu fais de la peinture. Mais l'art est toujours l'expression de l'âme. Et il y a des âmes qui sont polyglottes. Ouais. Et moi, je suis une âme polyglotte, tu vois. Je suis une âme qui aujourd'hui peut parler de manière orale, mais qui a aussi les capacités de dire ce qu'il dit en oral, en écrit. Et ce livre, il parle de tout ça, quoi. Il parle d'amour, il parle d'un endroit qu'on aime, il parle de nos luttes, il parle d'engagement, il parle de citoyenneté, il parle de souffrance, il parle de douleur, il parle de violence. Parce que notre vie, c'est tout ça, quoi. Ça mélange d'amour, de douleur, de violence, d'émotion, d'injustice et de justice, de décrépitude et de pseudo-construction, de trahison, de haine. Vous voyez, c'est vraiment un énorme cocktail, ce livre. C'est pour ça que je suis fier de comment il se comporte parce que c'est l'expression d'une âme humaine. Alors, le fait d'utiliser le rap, qui est votre champ de prédilection de base, le fait d'utiliser tout cela et mettre cela dans un ouvrage avec tous les combats que vous avez déjà eu à porter au Cameroun, est-ce que cela représente aujourd'hui pour vous quelque chose ou bien une action que vous souhaitez laisser à la postérité? Non, je crois que c'est plus un complément. C'est plus un complément. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas trop carrés musique. Tu vois, je connais beaucoup de gens qui
qui ne sont pas très musique, qui sont lecture, qui sont peinture, et nous les artistes, nous avons le devoir de décliner notre message sous toutes les formes possibles et tout. Donc je pense que c'est plus un complément. C'est beaucoup plus un complément qu'autre chose. On va dire c'est en plus parce que ça va nous permettre de toucher des personnes qui sont pas très musique, qui sont pas très influencées par le rap, surtout que le rap est une musique assez éclectique et tout. C'est vrai que je me sens beaucoup plus adulte avec le livre parce que le livre a une portée intellectuelle. Le livre a une portée réflexive. Le livre a une portée réfléchie. Le livre a une portée pensée. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois, c'est la déclinaison de cette autre partie de mon âme là qui me plaît dans ce processus, parce que j'arrive à démontrer un autre Valsero, une autre version de mon âme qui s'exprime, et ça me touche. Personnellement, déjà, je suis le premier fan de ce livre, parce que c'est une grosse réussite d'abord personnelle. Quel est le message principal, Général Valsero, que vous voulez ressortir dans cet ouvrage et que vous voulez partager avec les personnes qui vont lire ce livre? Est-ce que c'est un message d'affranchissement des personnes qui vivent dans des couches vulnérables en Afrique pour pouvoir retrouver la lumière? Tu vois, dans ce livre, je parle d'une idée de la jeunesse. Je parle de quelqu'un qui aurait pu être n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de n'importe qui aurait mis son art au service de l'intérêt collectif. C'est-à-dire que ça aurait pu être un écrivain engagé, ça aurait pu être un peintre engagé, ça aurait pu être un citoyen simple, un médecin engagé, ça aurait pu être vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est comment c'est que l'art et la culture peuvent dépasser les clivages du divertissement et pouvoir jouer un rôle plus important dans la société. C'est le but fondamental de ce livre, de démontrer à quel point l'art et la culture ne sont pas seulement faits pour divertir, mais c'est aussi fait pour construire, pour engager, pour changer les sociétés. Comment l'art et la culture peuvent pas seulement changer le monde, mais nous changer nous-mêmes aux yeux du monde et à la face du monde. C'est-à-dire que un artiste comme un chanteur de hip-hop qui porte les souffrances de son peuple est aussi un député. Il a le même niveau qu'un député. Parce que le député, son rôle, c'est quoi? C'est de porter les souffrances des populations à l'Assemblée. Et le rappeur qui porte les souffrances de son peuple en musique est le député du peuple. Donc, tu peux le réduire à artiste quand tu veux, mais l'art lui donne la possibilité d'être plus qu'un artiste, un député de la nation, un porte-parole. Et ce livre-là, c'est justement l'expression de ça. C'est de pouvoir démontrer à l'intérieur comment c'est que le héros de ce roman peut passer de petit garçon, petit gangster, petit bandit, petit délinquant des liguejois, dans un quartier pourri et tout, et devenir celui qui cristallise l'attention du monde entier. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce genre de figure que ce livre veut démontrer. Qu'on peut partir de rien, on peut vivre de rien, mais l'être humain qu'on est toujours suffisamment grand pour que son destin à lui appartienne. Ce n'est pas notre environnement qui conditionne notre destin. C'est pas parce que tu es dans le ghetto, c'est pas parce que tu es dans la forêt, c'est pas parce que tu es dans un village que ton destin n'est pas de diriger le monde, que ton destin n'est pas d'illuminer le monde. Tu vois ce que je veux dire? L'art nous permet de faire ce trajet à chacun d'avoir son personal dream. Et que tu peux partir de petits gangsters, petits délinquants, petits fumeurs d'un quartier et devenir l'inspiration d'un peuple. Depuis plusieurs mois aujourd'hui, vous vivez sans votre passeport camerounais. Votre demande de renouvellement de ce passeport n'a pas été validée par les autorités camerounaises. Comment est-ce que vous vivez cela? Qui bloque votre retour au Cameroun? Non, mais déjà, je le vis très mal. Je le vis très mal. C'est pour ça qu'en entame de cette émission, je te disais, oui, chez moi, je vais bien. Tu vois, c'est nickel, j'adore. Mais à l'intérieur de moi, je vais très mal. Je vais très mal. La pire des choses que je vis en ce moment, c'est cette impossibilité de rentrer chez moi, de retourner au Cameroun, de remarcher dans mes rues, de retraverser mes carrefours, de partir à Avenue Kennedy, voir mes potos Arthur qui vendent les CD contrefaits. Tout ça, ça me manque, les odeurs des poubelles et tout ça. Parce que ça fait partie de moi. Parce que ça fait partie de moi.
ces poussières et cette saleté, tout ça, ça me manque aussi. Ça me manque énormément parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon âme, ça fait partie de mon esprit. Et m'empêcher de partir là-bas, d'y retourner, c'est m'arracher une partie de mon âme et de mon esprit. Et du coup, je suis un homme à moitié. Du coup, je suis un homme à moitié. Et si tu veux savoir qui c'est qui a décidé de faire de moi un apatride, il faut plutôt aller savoir pourquoi c'est. Parce que c'est à cause de mon travail. C'est à cause de ce que je fais comme mission. C'est à cause de la mission que m'a confiée le Seigneur, celle d'illuminer mon peuple, celle de guider mon peuple, celle de dire la vérité à mon peuple, celle d'être le phare qui éclaire mon peuple dans cette obscurité. Et les forces obscures qui dirigent le Cameroun ont décidé d'éteindre la lumière que je suis. Ils ont décidé de couper le jus au phare que je suis. Ils ont décidé d'étouffer la lumière et de me séparer de cet endroit-là qui bénéficie de cette lumière-là. Donc, dès cet instant, tu peux déjà avoir le global, mais de manière précise. Si tu rentres dans l'administration, tu vas te rendre compte qu'échelon par échelon, on arrive minimalement jusqu'au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, à qui j'ai porté plainte, au Cameroun, pour avoir fait de moi un apatride contre les règles. Je vous rappelle que quand je suis parti du Cameroun, je n'avais pas été chassé. Je suis parti du Cameroun de moi-même, j'avais purgé ma peine et j'étais désormais un homme libre. Je suis parti du Cameroun pour des raisons personnelles, donc j'avais la possibilité donc de retourner au Cameroun tranquillement. Et c'est justement dans le projet de retourner au Cameroun, renouveler mon passeport, qu'on m'a signifié en m'empêchant d'avoir à nouveau un passeport, que j'avais plus le droit de revenir dans cet endroit-là. Donc, c'est une violation et c'est une grosse violence que je vis très mal et que je continue de combattre. Je suis toujours en justice. On est toujours là. L'affaire est partie même à la Cour suprême et tout, mais vous savez, on est dans un non-État. Mais comme je vous dis toujours, et c'est pas moi qui le disais, c'est le président Maurice Kamto, lorsque vous voyez un citoyen conscient interpeller la loi et l'État et le droit dans un état de non-droit, ce n'est pas parce qu'il est bête, c'est juste pour vous démontrer que vous ne pouvez pas convoquer le droit dans un état de non-droit et que le cache-sexe de l'état de droit qui cache aujourd'hui la nudité morbide des gens qui dirigent le pays et violente l'état de droit doit être déchiré pour que le peuple, lui, puisse enfin se libérer et prendre en compte son propre destin. C'est pour ça qu'on est en justice. Pour vous, l'élection présidentielle du 12 octobre prochain est une forfaiture que s'apprête à faire subir au peuple camerounais les autorités actuellement en place. Pourquoi pensez-vous que rien que le fait d'y participer, les acteurs en course en ce moment sont en train de jouer et crédibiliser le régime de Yaoundé? Je pense que c'est le jeu qui impose le régime. Celui qui impose les règles, celui qui choisit les joueurs, celui qui choisit les arbitres, celui qui choisit qui doit participer ou pas, celui qui choisit quand le match doit se jouer et celui qui impose les règles. Donc déjà, les règles ne sont pas consensuelles. Les règles ne sont pas consensuelles. Seulement parce que les règles ne sont pas consensuelles, on ne peut plus parler d'élection. On parle d'un braquage ou d'un coup d'État administratif. Simplement parce que déjà, les règles ne sont pas consensuelles. Lorsque vous voyez une organisation comme la Cour constitutionnelle, qui est censée dire le droit en dernier ressort, mais fonctionner exactement comme une sous-section du RDPC, sans la moindre honte et sans le moindre respect des règles institutionnelles. C'est-à-dire que le premier endroit où la Constitution ne vaut rien, c'est à la Cour constitutionnelle. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui dicte les règles du jeu. Lorsque vous voyez une organisation comme ELECAM qui est censée organiser l'élection, mais qui viole elle-même les règles élémentaires de la loi électorale, par exemple l'affichage de la liste électorale, l'article 80, sans se poser la moindre question, vous ne pouvez pas dire qu'en ce moment précis, nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas un coup d'État institutionnel. Et maintenant, quand vous allez de manière pratique et que vous traversez tous ces barrages institutionnels, je vous fais fi des mairies, des préfectures, des sous-préfectures, qui fonctionnent exactement comme étant des sous-sections
du RDPC. Vous vous rappelez évidemment que le professeur Maurice Kamto, quand il a déposé la première pièce qu'il avait besoin de déposer devant l'autorité administrative, qui est un commissaire de police, cette autorité administrative a pris son dossier et a mis sur Internet. Donc, vous voyez déjà qu'une violation pareille, ce monsieur devrait se retrouver en prison pour divulgation des dossiers personnels. Mais non, jamais il n'a pas été poursuivi et tout. Et après, on a vu ce qui s'est passé à l'administration territoriale, comment ça a été préparé. C'est-à-dire que déjà, quelques jours avant, après que ce commissaire ait commis sa forfaiture et tout, il y avait déjà monsieur Emmanuel qui était un bras noir du RDPC, qui disait que ne vous inquiétez pas, demain il y aura un autre candidat pour le Manidem, alors qu'on devrait l'arrêter pour ça. On ne l'a pas arrêté, et la forfaiture s'est passée avec la complicité du ministre de l'administration territoriale, qui lui-même a participé de manière directe, pas seulement en donnant des ordres aux membres de la Cour constitutionnelle, mais en permettant que son site internet du MINAT soit violé pour pouvoir changer le nom du président du Manidem. Il a porté plainte, mais lui-même, il n'a pas continué. Là encore, si tu continues de croire à cette institution et que tu crois qu'il s'agit d'une élection, c'est là où c'est toi le problème. Ce n'est pas y participer qui est le problème, c'est d'abord de commencer à appeler ça élection. C'est ça qui est le problème, et c'est de là où tout plombe. Tout peuple devrait s'arrêter pour dire ça, on devrait dire stop à ça tout de suite. Ça, c'est quand on est un peuple. Parce que là, déjà, vu comment je viens de vous brosser le tableau, il ne s'agit pas d'une élection. Il ne s'agit pas d'une élection. Et la forfaiture qui s'est passée le 5 août est venue clore le chapitre de l'idée d'une élection. Parce que malgré tout ça, il y avait encore la participation. Il y avait encore une possibilité de participation du peuple. Mais le système a fait le dernier tri et a choisi lui-même ses propres adversaires. Lorsque le système choisit lui-même ses propres adversaires, on ne peut plus parler d'élection, mais en éliminant de la manière la plus sauvage le candidat Maurice Kamto, en violation de l'état de droit. Et c'est quelque chose qui a fait de notre pays un non-État. Nous sommes passés d'un état de non-droit à un non-État. Il ne peut donc pas avoir d'élection dans un non-État. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, Général Valsero, que cette élection, justement, peut servir de prétexte au peuple camerounais pour pouvoir, pourquoi pas, sortir en masse, voter, faire une forme de référendum et de voter quelqu'un d'autre afin d'arracher personnellement sa liberté? C'était le projet de base. Même quand le candidat Maurice Kamto partait à cette élection, il savait très bien que la machine de l'ECAM, Cour constitutionnelle RDPC, ne dirait pas le droit. C'était le plan de base. Et les éléments qui devraient pousser le peuple à se lever étaient là. Le catalyseur était là. La poudre à canon était là, bien armée. La goupille était là. On l'avait préparée pendant 7 ans. Cette dynamite était prête à péter et ils le savaient. C'est justement pour ça qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce que ce qu'ils craignaient, c'était le soulèvement après l'élection, après la forfaiture, après le vol. Ils savaient que le catalyseur Maurice Kamto ferait péter la machine. Et c'était la seule chose qui était leur véritable problème. Ce n'était pas seulement Maurice Kamto en tant que personne. C'était l'effet rétroactif, l'effet bombe atomique, l'effet embrasement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé l'effet embrasement. Dès que tu enlèves l'effet embrasement, ils ont choisi les bois morts. Ok? Donc, si tu es seulement logique, tu ne peux pas dire de manière claire et nette que le même effet embrasement qu'aurait eu Maurice Kamto en participant à cette élection et que c'est lui qui avait été volé, c'est le même effet embrasement qu'aura quelqu'un qui, il y a encore 2 mois, 3 mois, était encore dans le gouvernement. Parce que pour moi, c'est scientifique. Ça veut dire que l'intensité de l'effet embrasement de Maurice Kamto vient de plus de 7 ans de travail. De plus de 7 ans de construction, de préparation, d'entraînement, de structuration. Ça dit que ce n'est pas... même quand vous allumez des allumettes, il y a des allumettes, vous les allumez, ça fait pchit.
Parce que le bois, le phosphore de cette allumette n'est pas suffisamment conditionné. Et puis, il y a des allumettes, vous faites psh, et vous sentez comment ça vrille. Et quand vous vous retrouvez avec un psh, il faut pouvoir le voir. Le problème du Cameroun et de notre peuple, c'est qu'on étouffe dans notre lâcheté. On étouffe dans notre lâcheté. Et quand on étouffe, on ne rêve que de... On a besoin de rêver. On cherche, on veut rêver. C'est ce que Maurice Kamto a appelé le chemin normal qui est bloqué de manière volontaire pour t'aiguiller vers ce qui pourrait être le raccourci. Donc on cherche un raccourci parce qu'on est totalement déboussolé. C'est de bonne foi. Mais ça ne peut pas empêcher de voir derrière un construit. Un construit. Est-ce que le peuple camerounais est capable de se soulever? Le peuple camerounais va devoir se soulever. Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont capables ou s'ils ne sont pas capables. Parti comme c'est parti, vu que là on est à la photo et qu'ils s'apprêtent quand même à accepter qu'une photo participe à leur élection et tout, ils vont devoir accepter une momie. Non, ils vont devoir subir la transition de la souffrance à la deep souffrance. Et donc, quoi qu'il arrive, la souffrance ne sera jamais moindre. Ils finiront bien par atteindre le point de rupture. Mais moi, en tant qu'un employé du Seigneur, je ne peux pas me permettre d'avoir les faiblesses qui ne sont pas dans mon âme et dans mon esprit. Je ne peux pas me permettre d'avoir la vision qui n'est pas la mienne. Je ne peux pas me permettre d'avoir la responsabilité qui n'est pas la mienne parce que la mienne, elle est plus grande. Elle est de comprendre tout avant beaucoup de personnes et de prendre tout le temps qui me reste à vivre s'il le faut pour expliquer ce que j'ai cru comprendre avant tout le monde. Ça, c'est le plus important, les enfants. Le plus important pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Donc, ce qui se passe en ce moment et qui s'organise, ce n'est pas une élection, c'est une mascarade, c'est un coup d'État administratif, c'est une forfaiture. Et les gens, je pense que le peuple camerounais ferait mieux de mieux se préparer à ça comme étant à aller contrer un coup d'État que d'aller faire une revendication. Parce que le peuple camerounais a déjà gagné cette élection. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est est-ce qu'ils s'organisent à aller lutter pour récupérer leur victoire le 12 ou ils s'organisent à aller participer pour voir s'ils ont gagné ou perdu. Parce que si le peuple n'est pas convaincu d'avoir gagné, ça veut dire qu'il s'imagine qu'il peut perdre. Ça veut dire qu'il s'imagine qu'il peut perdre. Dès l'instant où vous avez la possibilité de perdre dans votre tête, qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas déjà diminué? C'est parce que vous êtes déjà diminué. Et en participant à ces mascarades, vous avouez vous acceptez de manière tacite la possibilité de perdre. Alors que c'est pas possible. Mais ça, c'est quand vous jouez un jeu qui vous est imposé. Justement, en parlant de cette élection présidentielle, Maurice Kamto a engagé une série de rencontres avec les acteurs en lice pour cette élection. À quoi ces rencontres peuvent aboutir, Général Valsero? À quoi faut-il s'y attendre? Personnellement, moi, je n'y attends rien. Moi, j'attends rien de ces rencontres. Je me dis juste que là où la limite de ma réflexion peut s'arrêter, celle de Maurice Kamto, elle a une longueur d'avance. Et c'est pas la première fois qu'il m'amène à la bagarre. Et personnellement, si je suis pas quelqu'un qui ne serait pas disponible pour une bagarre déclenchée par Maurice Kamto, parce que c'est mon partenaire, parce que je suis là pour lui et il est là pour moi, parce que nous avons un objectif commun. Et dans notre attelage, c'est lui qui a le dernier mot. Dans notre attelage, on fait confiance à son objectif, à son jugement dernier. On fait confiance à sa dernière observation. À sa dernière observation. S'il pense nécessaire de faire ces rencontres, c'est parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose à faire, ces rencontres. Ça veut dire que on est là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à attendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à vérifier. Il ne faut pas baisser les bras.
Parce que s'il fait ces rencontres, ça veut dire qu'il veut encore vérifier quelque chose. Il y a encore... Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il a mis l'être humain au cœur de l'équation. Il n'a pas condamné les gens. C'est surtout ça qu'il faut comprendre derrière. C'est-à-dire que Maurice Kamto, en faisant toutes ces rencontres, c'est qu'il ne condamne pas les gens. Il ne dit pas, toi, je ne te rencontre pas, toi, je ne fais pas ceci. Il n'a pas des a priori. Il sait que derrière, il y a toujours l'homme et qu'il va parler à l'homme. Et avec l'homme, ils vont discuter. Et je sais qu'il n'a pas peur de confronter ses idées aussi. C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'il a une posture. Et il ne peut pas dire, c'est ma posture, je ne veux pas même la partager et tout. Non. S'il doit échanger avec quelqu'un par rapport à sa posture, c'est aussi avec l'idée de pouvoir le convaincre. Il n'est pas assis là pour que les gens viennent le convaincre. Lui aussi, il a une idée qu'il veut soumettre aux gens et il aimerait aussi pouvoir les convaincre. C'est aussi de savoir, est-ce que les gens qui viennent le voir viennent pour pouvoir être aussi convaincus de son idée ou eux, ils viennent seulement pour le convaincre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important à capter. Il faut pouvoir savoir ça. C'est-à-dire que les gens voient des rencontres et tout. C'est comme si lui, il est assis là. Il a dit, bon, ok, dansez devant moi. Je veux voir qui danse mieux et tout. Et puis non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sera un échange de points de vue et d'approche. Ils peuvent sortir de là. Ils sont d'accord sur rien du tout. Chacun part à sa route. Moi, c'est par exemple ce que je pense que ça peut arriver. Ce que je pense que ça peut arriver, c'est le contraire qui me surprendrait et je serais agréablement surpris. Si jamais ils trouvaient un accord tous les quatre, je ne serais que le gars le plus content du monde. Alors justement, dans la lutte pour l'alternance au Cameroun qui semble se peaufiner à l'horizon, que représente Maurice Kamto d'après vous? Si quelqu'un veut savoir ce que représente Maurice Kamto, il n'a qu'à voir l'acharnement qui a été déversé sur lui pour l'empêcher de participer à cette élection. C'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à voir comment il a été persécuté, comment il a été acharné, comment on s'est acharné sur lui, comment il a été bousculé à tous les niveaux de l'administration. Depuis plus d'un an, 2 ans avant déjà, on commençait à préparer l'opinion publique à que sa candidature serait violemment rejetée et repoussée et tout. Donc, à partir de là, tu peux savoir ce qu'il représente. Il représente la clé. C'est parce qu'il est la clé. Pas pour l'élection. Pas pour l'élection. Dans le cadre du processus et de la lutte pour la liberté au Cameroun, en ce moment précis, Maurice Kamto est la clé. Il est le phare. Il est le catalyseur. Il est celui sur qui cristallise tout. Il ne s'agit pas de l'élection. La vie du Cameroun ne va pas s'arrêter en 2025. Pas du tout. La lutte pour la libération du Cameroun ne va pas s'arrêter en 2025. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens paraissent fatigués aujourd'hui et sont prêts à s'accrocher à tout ce qui passe. Parce qu'ils avaient mis une date butoir. Ils avaient dit, bon, on va arrêter 12 octobre 2025, c'est bon. Mais ils se rendent compte qu'il y a des résistances. Mais ils sont peut-être pas prêts à résister. Alors, au sujet justement de la convocation du corps électoral en novembre prochain pour la tenue des élections régionales avant les législatives et municipales, cela est apparu comme une grosse curiosité au sein de l'opinion et même de la classe politique. Qu'est-ce qu'une manœuvre comme celle-là cache d'après vous face à un régime qui a estimé qu'il ne pouvait pas organiser les élections législatives et municipales avant la présidentielle et a prorogé le mandat des maires et des députés? Aujourd'hui, comment comprendre que les élections régionales puissent passer avant les élections législatives et municipales? Je pense que le fait que les élections régionales passent avant les législatives et municipales vont en droite ligne avec le coup d'État. Ça concourt fondamentalement du coup d'État qui est en train de s'opérer au Cameroun. Ce sont les étapes du coup d'État, le coup d'État administratif. Et on est en totale illégalité. Je vous ai dit, la seule chose qui permet que cette forfaiture soit en train d'être mise en place, c'est le fait que le peuple ait décidé de jouer le jeu à lui imposer. Et ce jeu-là, il continue d'être le mouton dans le dindon de la farce. La convocation des régionales avant les législatives, écoute, ça va en droite ligne avec la logique de coup d'État administratif qui est en train de s'opérer au Cameroun. Alors, général, on va justement sortir de cet entretien. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Vous êtes écrivain, c'est vrai. Où peut-on retrouver le livre Le Prix de la Liberté? Où est-ce qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans les librairies, aussi bien en Afrique qu'en Occident? Non, je pense que pour le moment,
Il n'est disponible qu'en Europe et en Amérique. Vous pouvez l'avoir sur toutes, mais vraiment toutes les librairies en ligne, depuis la Fnac et les autres trucs. Toutes les librairies en ligne. Sur toutes mes pages, vous trouverez des liens. Il y a un arbre à liens qui se balade là sur ma page à la clinique. Vous pourrez trouver tous les liens possibles pour pouvoir l'avoir. Là, je travaille pour voir comment c'est qu'il peut arriver au Cameroun. Je verrai s'il y a une librairie capable d'accueillir un stock. On fera ça très vite, très très vite. D'accord. Merci beaucoup, Général Valsero. Et peut-être pour sortir de cet entretien définitivement, quelle est votre actualité sur le plan musical? On a vu votre spectacle récemment au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres dates que les Camerounais doivent retenir pour d'éventuels spectacles du Général Valsero? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Maintenant, là, en ce moment, je travaille sur la promo du livre. C'est très important. Donc, on va organiser des moments de dédicace. C'est pour ça que là, on est à la communication. J'espère que chacun d'entre vous qui en ce moment prenez un exemplaire, j'espère que je passerai de ville en ville pour faire des séances dédicaces. Donc, vous inquiétez pas. Vous qui achetez vos livres en ligne, que vous soyez à Paris, Berlin, New York, Montréal, je sais pas trop bien où vous êtes, on passera pour faire des séances de dédicaces et chacun pourra venir faire dédicacer son livre. Mais le plus important pour moi, c'est que c'est un livre à partager avec les enfants en zone urbaine, à partager avec les jeunes chez qui on veut susciter de l'engagement, à partager avec la postérité, parce que je pense personnellement qu'on peut partir de rien et être le phare qui illumine le monde. Merci beaucoup, Général Valsero. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur Africa Renaissance TV. Merci. C'est moi qui vous remercie. Romaric, tu reviens quand tu veux, frérot. Merci beaucoup. On était en ligne avec l'artiste camerounais, le Général Valsero. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci particulier à Martial Essomba qui a chapeauté l'équipe technique et la réalisation de cette émission. Quant à nous, continuez de suivre l'actualité sur Africa Renaissance TV, sur nos multiples plateformes. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne rater aucune de nos productions. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. L'actualité de la Renaissance africaine, c'est sur ce média. On se retrouve bientôt. À très vite.